Les Gabonais, toujours hantés par l'ombre tutélaire d'Omar Bongo, qui a façonné leur pays pendant 41 ans, élisent samedi leur président dans un scrutin mettant aux prises son fils, le dirigeant sortant Ali Bongo Ondimba, et Jean Ping, représentant la vieille garde des collaborateurs du chef de l'État défunt, passés dans l'opposition. Beaucoup au Gabon redoutent d'ores et déjà des troubles à l'annonce des résultats. Pourtant, les deux hommes se connaissent bien. Ils ont travaillé ensemble durant des années, sous la direction d'Omar Bongo qui imposa Ping à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Ali est rejeté par toute la population. Sa seule force, c'est de vouloir passer en force, en trichant et en faisant tout ce que vous pouvez imaginer. En 2009, la victoire d'Ali Bongo avait été violemment contestée par l'opposition. Des violences qui avaient entraîné plusieurs morts, des pillages, l'incendie du consulat de France à Port-Gentil et l'instauration d'un couvre-feu. Ali Bongo, 57 ans, a battu campagne sous le slogan « Changeons ensemble ». Le président sortant met en avant les réalisations de son septennat et promet plus de transparence dans la gestion des fonds publics, notamment les ressources pétrolières. L'exploitation des forêts denses gabonaises est au centre de la campagne. Sur la question, les deux camps se rejettent la responsabilité. Toute la forêt gabonaise est entre les mains des Chinois. Et chaque ministre a une affaire avec... Avez-vous appris que je suis là-dedans? Avez-vous appris que j'ai un contrat forestier avec un Chinois? Ce sont la nomenclature, le président de la République lui-même, ses ministres, qui ont chacun sa forêt et chacun son Chinois. Après le refus mardi de Jean Ping de répondre à leurs questions, les journalistes ont interrogé hier, mercredi, Ali Bongo Ondimba sur son projet de société. Au cours de l'émission diffusée sur la chaîne gabonaise, les journalistes ont insisté sur la protection des libertés dans la profession. Toute la récolte annuelle de Morla Kohana Modissé est à ses pieds. 2 sacs de maïs au lieu d'une douzaine d'ordinaire. Ce veuf de 65 ans ne sait pas comment il va tenir un an avec sa famille. En cause, la sévère sécheresse qui s'est abattue sur le pays. Pourtant, le Lesotho ne manque pas d'eau, mais l'essentiel des réserves est exporté vers l'Afrique du Sud. C'est très énervant toute cette eau, parce que ça pourrait nous servir. On pourrait irriguer les cultures quand il y a la sécheresse. Mais ce n'est pas le cas. Le deuxième plus grand barrage du continent a été construit dans les années 90 pour alimenter en eau Johannesburg et Pretoria. Le petit royaume enclavé du Lesotho est ainsi surnommé le château d'eau de l'Afrique du Sud. Et même à son niveau bas actuel, le barrage remplit ses promesses. Nous atteignons quand même nos objectifs, aussi bien en termes de génération d'électricité que d'exportation de l'eau. Beaucoup de terres arables ont été submergées. Seule consolation pour certains paysans, le bétail peut boire dans le lac artificiel. Mais beaucoup d'animaux ne survivront pas à la sécheresse. Cette sécheresse est vraiment terrible, surtout pour les femelles enceintes. Il n'y a pas assez d'herbe et pas d'eau. À Séparène, comme dans de nombreux villages, les rares robinets sont à sec. Les habitants sont contraints de s'approvisionner en eau à l'unique pompe qui fonctionne encore, faiblement, en haut de la montagne. Ils doivent marcher des heures pour accomplir les moindres tâches de la vie quotidienne, y compris pour se rendre à la clinique, où le Plan alimentaire mondial distribue des rations tous les mois, pour aider les populations les plus vulnérables. Nous dépendons de ces dons pour notre survie parce que nous n'avons rien. À cause de la sécheresse, nous n'avons rien et nous n'avons pas de champs. D'après les Nations Unies, d'ici la prochaine récolte en 2017, 40 millions de personnes risquent de manquer de nourriture en Afrique australe. Le Lesotho a déclaré l'état de catastrophe naturelle. Et la faim se fait déjà sentir, tandis que la principale richesse du pays s'écoule hors de ses frontières. Explosions et fusillades ont retenti sur ce campus de Kaboul en début de soirée mercredi, à l'heure où de nombreux étudiants s'y trouvaient pour assister à des cours du soir. 7 étudiants, 3 policiers et 2 gardes de sécurité ont été tués, 30 autres étudiants et enseignants blessés. Je suis tombée du 3e étage. J'étais incapable de bouger. Je suis restée toute seule dans la cour.
J'ai entendu les forces de sécurité me demander de venir jusqu'à l'endroit où ils s'abritaient. Je les ai rejoints au bout de 4 heures parce que je ne pouvais pas aller plus vite. L'Université américaine d'Afghanistan, qui entretient des partenariats avec de prestigieuses universités américaines comme Georgetown, Stanford et l'Université de Californie, est considérée comme une cible, en partie en raison de la présence d'enseignants occidentaux. Les assaillants ont combattu jusqu'à 4 heures du matin dans cet établissement d'élite, République islamique, où hommes et femmes sont habituellement séparés. C'est la pire expérience de ma vie. Je n'ai jamais pensé que quelque chose comme ça puisse arriver. Quand l'assaillant est entré dans ma classe et a commencé à tirer, j'ai pensé que c'est la fin du monde et que je vais bientôt mourir. Cette attaque, la première de cette ampleur contre une université d'envergure en Afghanistan, jette une ombre sur tout le secteur de l'éducation, considéré comme une rare source d'espoir pour les jeunes Afghans grandissant au milieu d'une insécurité croissante. Cette pratique est très fréquente en Afghanistan où nombre d'étudiants sont également salariés. L'attaque contre ce prestigieux établissement qui accueille 1700 étudiants n'a pas été revendiquée pour l'heure. 2 de ses professeurs, un Australien et un Américain, avaient déjà été enlevés au début du mois sans que leur acte ne soit revendiqué non plus.